Bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici ? Comment voient-ils l'île évoluer ? Quel est leur endroit préféré ? Les souvenirs qui les ont marqués ? Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île. Lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes. Un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Cathy Bassignana. Bonjour Cathy. Bonjour. Jeune étudiante, le bac en poche, tu découvres Porquerolles par hasard en 1988 pour faire une saison à l'IGESA et pour financer tes études en histoire de l'art et archéologie. Oui, c'est ça. Suit une saison à l'épicerie tenue alors par la famille Scotto où tu rencontres ta future belle-mère qui travaille alors à la plage d'Argent. Elle te présente son fils Bruno avec qui tu partages ta vie depuis maintenant plus de 30 ans et avec qui vous avez eu 2 filles âgées aujourd'hui de 24 et 28 ans. Responsable d'une galerie d'art contemporain à Hyères à tes débuts, employée à la Poste de Porquerolles pendant 22 ans, depuis 3 ans à la crèche, de multiples diplômes en poche, Cathy, tu es constamment en mouvement, avec une faculté d'adaptation et une capacité à rebondir assez déconcertante. Pour comprendre d'où te vient cette énergie, on ne va pas brûler les étapes si tu veux bien, mais pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots où tu es né, où tu as grandi, dresser rapidement les grandes lignes de ton parcours avant Porquerolles et nous raconter ce qui t'a amené ici? Oui. Alors, je suis née dans le nord de la France, dans le 59 exactement, donc on appelle ces gens à les ch'tis. Et puis, on a quitté le nord avec mes parents parce que mon père voulait que ses enfants poussent au soleil. Ouais. Donc, on est arrivé dans le Var en 1975. Oui, quelque chose comme ça. Et on est allé sur Pignan, donc un petit village du centre Var. On y est depuis 76. Voilà. Moi, je suis partie assez rapidement après mes études primaires là-bas et collège pour m'installer sur Aix-en-Provence où j'ai passé un premier diplôme d'histoire de l'art et d'archéologie. Mmh. Ensuite, tout en travaillant à Porquerolles, j'ai rencontré mon mari. J'ai arrêté mes études et on s'est installé ici. Donc ça fait plus de 30 ans qu'on est là. Ouais. Est-ce que tu pourrais juste nous dire quelle fonction exerçaient tes parents ? Alors, maman s'occupait de nous, on était 3 enfants, ouais. Et mon père travaillait à la SNCF. Voilà. Et avant de venir faire ta première saison à l'IGESA, est-ce que tu étais déjà venue à Porquerolles avec ta famille ? Oui, je venais avec mes parents, mais à la journée, comme beaucoup de monde, on venait faire du vélo, de la balade. Oui, j'ai fait ça plutôt petite et j'ai redécouvert Porquerolles d'une autre façon, seule à 18-19 ans, là, quand je suis venue travailler pour la première fois. Et tu te souviens, malgré tout, pendant ces premières visites d'une journée, des premières impressions que Porquerolles avait produit sur toi, petite, ou ça restait... Non, ça reste assez vague, mais le fait de venir à la plage, à la mer, déjà, c'était pas mal, parce que nous, au centre-Var, on venait rarement à la plage. Il fallait qu'on puisse se faire amener par les parents. Donc, du coup, les premiers souvenirs, c'est les belles plages. Comment se présente pour toi l'opportunité de venir travailler sur l'île ? À 18 ans, c'est ça ? Oui. Ouais. Comment ça se présente ? J'ai bêtement fait un remplacement d'1 semaine à l'IGESA pour dépanner une copine. Oui. Et ils m'ont gardée pour le reste de la saison. Donc je me suis dit, allez, terminer, les colos, etc., fini. L'an prochain, je reviens à Porquerolles et je vais faire ma saison là-bas. Qu'est-ce qui t'a marqué en arrivant, en vivant peut-être plus pleinement l'île, en ne prenant pas la dernière navette avant de partir le soir ? Est-ce que là, t'as des souvenirs ? Oui, c'est tout de suite, c'est un petit peu magique. Tu as l'impression que le soir, tout est à toi, comme tout le monde, hein, bien sûr. On profite du temps où les gens s'en vont. D'être là pleinement, tu te fais un groupe de copains, d'amis, tu commences à connaître les gens du village, donc c'est assez sympa. Moi, je suis habituée aux vies de village, hein, parce que je vivais dans un tout petit village. Donc, ce côté un peu cocon, où tout le monde se connaît, l'entraide, et puis... le fait de vivre tous ensemble me convenait parfaitement. C'est ce que j'avais vécu pendant mon enfance. Donc tu dirais que l'adaptation là, elle est plutôt facile, quoi. Oui, ça m'a pas du très tout. Vite. Le peu de gens, le lieu tout petit, tout ça, ça me convenait tout de suite. Il y avait la plage en plus. Il y avait la plage en plus, ce qui est pas mal. Tu sympathises avec des saisonniers ou des Porquerolais très vite ou pas ? Oui. J'allais tout le temps à côté port, parce que j'avais un copain de mon village qui travaillait là-bas, donc c'était mon point de chute au départ.
Et puis après, tu rencontres des gens, tu t'habitues à voir les mêmes, tu te fais un petit groupe de copains qui te présentent leurs copains. Puis ça va assez vite quand t'es jeune, c'est assez rapide de se faire des copains. Oui. Moi, surtout si t'as le tempérament aussi Oui. pour ça, j'ai l'impression. Quelle fonction t'exerces exactement à l'IGESA, ta première année ? J'ai fait 2 ou 3 postes. J'ai servi à la cantine, j'ai travaillé en cuisine et après j'étais au ménage. Tu sais en fin de saison que tu reviendras ou ça se Oui, présente je suis après sûre. Ah, t'es sûre ? Ah, je suis sûre. T'es sûre ? Je sais pas où, mais je sais que je vais revenir. Ah oui, donc t'as pas forcément quelque chose de précis, mais non, tu non, sais non, je que me suis c'est... dit, je trouverai un truc. Donc tu poursuis tes études en histoire de l'art et archéologie à Aix-en-Provence à l'époque, et tu reviens donc en effet à Porquerolles les saisons suivantes. Où est-ce que tu travailles alors et c'était comment ? Après l'IGESA, je suis venue travailler à la supérette sur la place. C'était la famille Scotto, Gérard Scotto, qui tenait la sup à cette époque-là. C'était assez sympa parce qu'on avait un gros groupe d'employés, donc fatalement tout le monde se rassemble le soir, on va à la plage ensemble. Le boulot c'était sympa, mais c'est pas mirobolant, mais c'était assez rigolo, quoi. Une équipe de jeunes très sympa. Donc là, tu fais pareil, une saison 2 mois, c'est ça ? 2-3 mois ? Non, mais un peu plus, parce que comme j'étais à la fac, je reprenais tard. Ouais. Donc je faisais septembre également, et puis j'arrivais plutôt sur le mois de juin. D'accord. Et tu m'as dit également que tu avais fait quelques années au bureau de tabac ? Oui, 2 ans, 2 étés. 2 étés. 2 étés au tabac, et puis après je suis passée sur d'autres boulots. C'est surtout qu'après j'ai eu ma première fille, donc j'ai pas travaillé du tout pour l'élever pendant 18 mois. Et puis après je suis rentrée à la Poste en 96. Oui, alors on va y venir. Est-ce que tu dirais que à l'époque, quand tu as ces petits boulots de saisonnier, les saisons étaient aussi longues que maintenant ? Moi, c'est un peu loin, mais j'ai la nette impression qu'il y a beaucoup plus de monde maintenant qu'à l'époque. Les saisons étaient tout aussi longues, voire plus, parce qu'on n'avait pas de jour de congé à l'époque, c'était du 7-7, donc assez fatigant, et puis quand t'es jeune, tu sors un peu. Ouais. Donc c'était assez fatigant et long. Tu rencontres Bruno, ton mari, en 91. C'est indiscret de te demander comment vous vous êtes rencontrés ? Non, pas du tout. À l'époque, Bruno était moniteur de plongée chez Jean-Paul Coste, qui avait son club au port. Et je travaillais en extra pour ma belle-mère qui avait l'aventure à cette époque-là. D'accord. Donc Bruno mangeait tous les soirs au resto chez sa maman pour pas être seul à la maison. Et puis on s'est mis à discuter, on est allé boire un verre et voilà, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Ça fait 30 ans depuis. La famille de Bruno, elle fait partie des familles historiques de Lille, issues de l'immigration italienne. Son arrière-grand-mère est arrivée en 1912 pour travailler au service de la famille Fournier, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est une période... C'est plutôt les enfants qui travaillaient, pas Léonie, la grand-mère de Bruno. C'était plutôt Jeannot, Poulet, enfin c'est... Le grand-père en fait ? Le père de Bruno. Le père de Bruno, pardon. Ses oncles, et puis la famille Bardi qui est directement liée à Bruno. Oui, puisque Antoinette et sa tante avaient ouvert l'Orée du Bois. Donc il y avait un petit cocon familial qui s'est formé sur Porquerolles. Ouais. Est-ce que c'est une période qui t'a été un petit peu racontée ou pas ? Est-ce que c'est une période qui se raconte en famille, qui se transmet selon toi ? Oui, mais enfin c'est plutôt une cousine assez âgée qui habitait sur Hyères, qui racontait son enfance à Porquerolles. Ouais. Parce qu'après, Léonie, la grand-mère de Bruno, est partie assez tôt. Enfin, assez tôt. Bruno, il était un peu jeune, je pense, pour chercher à connaître les origines de la famille et des petites histoires familiales. Vous vous installez ensemble avec Bruno. Vous résidez où alors à cette période ? Au tout départ, on s'était installé à Hyères. Ouais. Au quartier de la Gare, parce que je travaillais dans une galerie d'art contemporain. Ouais, ok. Et Bruno venait à Porquerolles tous les matins pour venir travailler en maçonnerie avec Gerboteau. Oui, c'est lui qui prenait la navette c'est pour lui venir. qui faisait la navette, exactement. Ça a changé, je crois, après. Ensuite, ta belle-mère achète une auberge à Isola 2000. Ah oui, ça, on a eu un petit creux montagnard, on dira. Un petit creux montagnard, c'est pour ça que je me permets de faire un petit rétropédalage avant la naissance de ta fille. Vous partez en famille. Quel est le projet en s'installant là-bas ? D'être tous ensemble, de bosser en famille, que nous, on était jeunes à l'époque, on puisse un peu mettre le pied dans un commerce de restauration. Je connais, à part les petites saisons, c'était pas mon truc spécialement. Ouais. Quoi. Et puis on y a passé un hiver.
Et puis après, comme j'attendais ma fille Camille, on est reparti, on est revenu ici en fait. Donc ça a été assez rapide. Oui. Tout le monde est revenu ici en fait, même ta belle-mère? Après, petit peu après, ouais. le temps de céder l'auberge, ouais. Et elle est revenue. D'accord. Je m'occupe de Camille jusqu'à ce qu'elle ait 18 mois. Quand elle avait 18 mois, Bruno me dit, il y a une place à la poste qui se libère, va voir. Donc c'est chose faite, j'y vais, petit entretien, et puis il m'a embauchée. Ok, alors toi qui as plutôt une formation littéraire, artistique, comment t'accueilles cette mission qui est plutôt comptable et administrative? Je me suis rendu compte en fait très vite que c'était tout ce que je détestais au départ et que je ne connaissais pas en fait. Tout ce qui était maths, compta, tout ça j'ai évité à l'école et je me suis retrouvée à faire ce boulot qui n'était pas du tout au départ fait pour moi. Et puis t'apprends vite, les logiciels informatiques, etc. Il y avait plutôt ce côté humain qui était intéressant, d'échange avec les gens, autant du village que les touristes qui venaient l'été. Et en fait, voilà, c'est ça qui a permis de mettre en place un boulot moins contraignant, pas contraignant, mais moins embêtant, oui. Moins monotone. Oui, alors en plus tu apportes ta touche vraiment personnelle en créant une petite librairie improvisée où les porquerolais et les touristes l'été viennent s'approvisionner en livres, échanger sur leur lecture. Comment tu as eu cette idée? J'ai beaucoup de livres chez moi, je lis beaucoup et en faisant le tri, j'en avais pas mal à virer. Je me suis dit, je vais pas les jeter, c'est idiot. Il faudrait que les gens en profitent. Donc j'en ai mis une quinzaine, une vingtaine sur une petite banque à la poste. Et puis ça a commencé à prendre ses fonctions. Les gens ont dit, j'en ai, je peux te les amener, etc. Puis je dis oui. Puis en fait, ça fait boule de neige. Tout le monde a amené ses bouquins. Il y en a eu énormément pendant un temps. Donc je vais faire des choix, trier, en enlever, en remettre. Et puis ça s'est su. Et souvent, les gens, même qui arrivaient en bateau, venaient mettre 2 livres, ils en prenaient 2. Les gens du village venaient s'approvisionner donc pendant la journée, puisque la petite médiathèque n'ouvrait que le soir, une ou 2 fois par semaine. Donc en fait, c'était un peu le lieu de rendez-vous, d'échange autour d'un livre ou d'autres choses. C'était pas spécialement là, mais ça faisait un petit lieu de conversation, surtout l'hiver. Elles sont allées à l'école sur l'île, tes filles? Oui, tout le temps. Elles ont commencé à la crèche avec Rosine et Jeannette. Ouais. Et puis après, c'était l'école primaire jusqu'au CM2. Avec tout un tas de copains. Ils étaient assez nombreux comme enfants à l'époque, oui. Sur les années 93, 99, beaucoup de jeunes se sont installés, donc tout le monde a eu des enfants plus ou moins en même temps. Donc il y a eu une grosse arrivée, là, un baby-boom. Et donc tous les enfants ont été jusqu'au CM2 à Porquerolles. Et après, ça a été une scolarité collège en ville. Et pour toi, c'était une satisfaction de voir tes filles pouvoir bénéficier d'un cadre comme ça pour c'était pour leur super, scolarité. C'est génial. Elles ont une enfance super. Elles ont un peu navigué comme tous les autres, un peu partout, seules. Beaucoup de jeux de plage, de vélo, etc. Donc je pense qu'elles ont eu une enfance un peu dorée, privilégiée. Ouais. Dont elles se rendent compte maintenant, tu crois? Ah oui, bien sûr, tout à fait, bien sûr. Ouais. Elles sont allées ensuite au collège. Collège, lycée. Ouais, elles étaient pensionnaires ou... Camille, oui. Oui, ouais. À La Crau, c'est un petit collège public. Margot a essayé, mais elle est vite revenue sur le système départ matin, retour le soir. D'accord. Et tu sais comment elles ont vécu parce que je crois comprendre que le passage de la primaire au collège est parfois un petit peu compliqué. Est-ce que... Oui, au départ, on avait un petit peu peur parce que les enfants ici avaient une méthode qui était assez sympa avec Marc et Catherine qui leur ont appris à travailler en autonomie très très rapidement. Donc les enfants savaient se débrouiller. Le fait qu'il y ait peu ou pas de devoirs, on n'était pas dans le même moule que les enfants qui étaient en ville en fait. Et puis ça n'a pas manqué du tout parce que quand ils sont arrivés en 6e, en fait, ils étaient super... éveillés sur plein d'autres choses. Donc, ils savaient déjà travailler seuls, ce que les autres ne savaient pas faire en règle générale. Ils se sont super bien adaptés. On n'a quasiment eu que de très bons élèves sur ces périodes-là. Alors, un point qu'on n'a pas évoqué encore, Cathy, c'est la place de la création dans ta vie depuis que tu es enfant. D'où te vient ce goût pour la création ? Alors, j'ai toujours aimé, mais depuis petite, dessiner, donc comme beaucoup d'enfants, mais c'était vraiment en grosse quantité.
Et puis, s'installant dans le sud, mes parents nous ont baladés à chaque fois qu'ils pouvaient, les week-ends, Gorge du Verdon, etc. Et puis, à l'âge de 10 ans à peu près, j'ai découvert Picasso. À Valoris, là où il avait la fin de sa vie, il faisait de la poterie plutôt là-bas. Ouais. Et ça m'a complètement emballée. J'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ce qui se passait. J'aimais beaucoup mes cours d'art plastique quand j'étais au collège. Et puis, donc en seconde, je me suis lancée dans une filière artistique. Et tu disais que ton père travaillait à la SNCF et il me semble qu'il a fait du dessin aussi industriel, oui, c'est ça. Est-ce que ça peut avoir aussi un peu joué? Je sais pas. Est-ce que le fait d'être un peu artiste, c'est génétique ou pas? J'en sais rien. Je pense qu'il y a un intérêt qui se développe dans les familles. Et on oriente les enfants vers ce qu'on aime et la culture libre et la découverte de plein de choses comme ça oriente, mais pas qu'en art plastique, hein, en art, ça peut être en musique ou en cuisine ou... Voilà, je pense que les parents jouent un rôle important dans l'orientation des goûts de leurs enfants. Quelles sont tes pratiques artistiques? Qu'est-ce que tu fais? Je crois que c'est assez hétéroclite. Oui, c'est ça. En fait, je change assez souvent. C'est pas que je me lasse, mais c'est que je découvre un truc nouveau et je me lance dans un nouveau truc qui, d'un coup, je me dis mais c'est super. Et du coup, je me mets à faire des tas de choses en même temps, un peu débordée en fait. J'ai envie de toucher à plein de trucs. J'ai commencé il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années, à faire des poissons sur bois flotté. Oui. En trouvant un joli morceau de bois sur la plage, je me suis dit, tiens, il est sympa, je peux en faire quelque chose. Et donc, j'ai démarré avec cette série de bois flottés. J'en fais encore un peu parfois, mais j'ai d'autres choses à côté, donc c'est un peu compliqué de tout faire. Mais au départ, c'était ça. C'était des poissons sur bois flotté, aux coquillages et baigneuses aussi. Enfin, toujours ce milieu marin. Je crois que tu as aussi une attention particulière d'aller chercher dans des objets de récupération, du carton, restaurer des meubles. La notion de récupération, pour toi, elle est importante ou en fait, il se trouve que c'est comme ça que tu travailles et que... Ça s'est mis en place tout bêtement parce que j'ai commencé à ramasser des bois. Et après, je faisais un peu les poubelles, je trouvais des tas de trucs sympas, des meubles, des grands miroirs. Et je me suis mise à travailler avec l'idée de ne pas acheter de support. Voilà, vraiment récupérer. Intentionnellement. Oui, travailler vraiment avec ce que je trouvais. Alors bon, maintenant, c'est super mode de faire de la récup, de la transformation, etc. Mais il y a plus de 20 ans, c'était pas encore dans l'air du temps. Oui. Et je me mettais un point d'honneur à ne pas acheter de toile ou de choses comme ça. C'était vraiment travailler avec ce que je trouvais sur place. Depuis, ça s'est démocratisé, donc c'est très, très mode de fonctionner comme ça. Et voilà, mon point d'honneur, c'était ça, de ne pas acheter, de récupérer et de donner, je veux dire ça paraît très bête et très bateau, de dire qu'on donnait une nouvelle vie aux objets qui étaient prévus pour être jetés, perdus, voilà. Tu en as vécu un petit peu ou c'était vraiment un loisir à côté de tes fonctions à la Poste? Ah non, mais pas du tout, c'était vraiment dilettante. J'avais vraiment envie de retravailler au niveau artistique parce que je m'étais arrêtée longtemps. Ouais. Et puis, non, j'en vis pas. J'avais un boulot de base à 35 heures qui me permettait de vivre avec ma famille. Et puis, dès que j'avais du temps libre, paf, je me retrouvais à ramasser des choses et à travailler. Oui. Alors, depuis 2 ans, tu t'es mise au cyanotype, qui est un procédé photographique monochrome négatif ancien, par le biais duquel on obtient un tirage photographique bleu de Prusse, bleu cyan. C'est un procédé qui a été mis au point en 1842 par le scientifique et astronome anglais John Frederick William Herschel. Une technique qui est peu répandue, qui demande de la pratique avec pas mal d'essais et de déchets, Mathieu dit, qui ne peut se pratiquer qu'au printemps et pendant l'été puisque le soleil est nécessaire. Pourquoi tu t'es mis à cette pratique qui est finalement, quand on commence à regarder comment elle a évolué, est finalement une pratique assez confidentielle? Oui, bêtement, en lisant un magazine, en feuilletant un magazine, je suis tombée sur un tout petit encart où on parlait de ce procédé. Et j'ai vu une photo dans Bleu de Prusse dans l'article et je me suis dit mais c'est super ça, c'est génial, c'est vachement beau, il faudrait que je découvre ça, que j'apprenne et que je vois comment on peut arriver à faire des choses de cette façon. Donc je m'y suis mise toute seule, je me suis acheté un bouquin, du matériel et puis j'ai attaqué. Donc il y a eu beaucoup de temps pour comprendre le procédé parce qu'en fait il est dépendant de beaucoup de choses, pas
pas du produit en lui-même, mais du support, de la luminosité, le temps d'installation, tout ça rentre en jeu et on peut obtenir des choses complètement différentes. Chaque pièce est unique en fait. C'est ça, et c'est un peu magique. Parce qu'on ne sait pas ce qui va sortir, ça peut être une très très bonne découverte ou bof, en se disant ben non, celui-là elle est raté. Et ça fait partie des choses que t'aimes, le fait de découvrir. Ah ben bien sûr, tu sais pas ce que tu vas avoir, tu imagines plus ou moins, enfin tu sais ce que tu veux au départ, mais c'est pas toujours à l'arrivée. Donc du coup, il y a énormément de tirages parfois pour obtenir celui que je veux ou celui que je trouve le plus joli. Ouais. Parce que les variantes... T'as des fois des bonnes surprises, c'est-à-dire que tu t'attends quelque chose et c'est encore mieux que ce que tu... C'est ça, alors c'est la sérendipité, comme on dit. Oui, exactement. Exactement. Et donc c'est très, très sympa. Donc j'ai mis du temps à comprendre, pas le procédé, mais un peu le système, le temps d'insolation qui est grosso modo, selon l'heure, le même. Oui. Les supports, trouver les bons supports parce que tous les papiers ne fonctionnent pas. S'il est trop acide, ça vire, ça tient pas. Ensuite, j'ai essayé sur tissu, donc il fallait trouver le bon tissu qui garde les mélanges sphériques, en fait. Donc, une fois que j'ai tâtonné, bien compris sur quoi je pouvais et comment travailler, j'ai démarré à faire des petites séries assez rigolotes. J'ai fait des choses un peu plus classiques, des vues de Porquerolles, le port, les plages, etc. Mais ce qui me plaît le plus, c'est ce côté un petit peu rigolo et décalé, où je trouve des phrases par rapport aux photos qui sont... un peu pas hors du temps, mais pas commune. Oui, voilà. Exactement. En fait, dans tes tirages, on trouve encore ces baigneurs dont tu parlais, l'univers marin, les poissons, la mer qui sont très présents. Tu vas beaucoup puiser, alors ça c'est ma lecture, mais dans l'univers, je trouve, des années 20-30, avec un petit côté, je trouve, cinéma muet de Chaplin ou Buster Keaton dans l'esthétique, mais aussi dans l'humour. Et il y a beaucoup de dérision, en fait, dans tes créations. Est-ce que c'est quelque chose de voulu ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est bosser comme ça en décalé, je trouve ça... assez intéressant. Et puis chercher la phrase qui va avec l'image, ça me prend parfois du temps. Et quand je trouve, je suis super contente. Alors cet humour ne plaît pas à tout le monde, effectivement, parce que parfois c'est un peu cru, un peu osé, mais ça m'amuse beaucoup. Donc il y a quand même des retours de gens qui apprécient parce qu'ils ont beaucoup d'humour, d'autres un peu moins, mais bon, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça en art où tout le monde n'aime pas les goûts et les couleurs, comme on dit, ne se discute pas. Tu pourrais, pour les auditeurs, expliquer les différentes étapes du cyanotype, comment ça se passe, déjà aussi dans tes choix de visuels, parce qu'il y a un vrai travail aussi de recherche, on l'a pas dit, enfin on a parlé des baigneurs et tout ça, mais le choix des photos originelles est quelque chose d'important, c'est pour reproduire quelque chose de très différent. Et d'ailleurs, on l'a pas précisé, mais il me semble que tu m'avais dit que au départ, c'était utilisé en botanique. Exactement. C'est ça. C'était utilisé par les botanistes et les architectes pour conserver des plants, les plantes découvertes et avoir donc une collection, on dirait, de plantes, puisqu'il n'y avait pas d'autre moyen de pouvoir conserver les images. Et je pense que dans l'esprit peut-être des gens qui écoutent le podcast, c'est des images qu'on peut avoir en tête, qu'on peut avoir vues, ces fougères, ces plantes en cyanotype sur ce bleu cyan. Et même sans savoir qu'il s'agit d'un cyanotype, je pense que tout le monde en a vu un dans sa vie, quoi. Alors et donc tu peux nous expliquer le procédé de ta création, du choix des images jusqu'à l'objet final. Le choix des images, quand je sors de tout ce qui est vue classique, un peu Porquerolles ou plage X, j'aime beaucoup travailler de façon humoristique. Donc chaque année, ça change un peu. Puis cette année, j'avais envie de travailler avec les baigneurs rétro, baigneurs et baigneuses. Et donc j'ai fait toute une série là-dessus. Et ça m'a beaucoup amusée parce qu'il y a, même dans le positionnement et les choix des images, un appel à la phrase assez sympa, ou rigolote, enfin chacun apprend comme il veut, quoi. Donc tu choisis la photo et ensuite... Exactement. Donc quand j'ai choisi ma photo, je fais une photo, je fabrique un négatif, tout ça chez moi dans la maison. C'est assez roots, j'ai pas d'atelier, donc je fais tout dans toutes les pièces. Pour le plus grand bonheur de ma famille. De ta famille. Ils sont assez cool, parce qu'ils me laissent faire et ils auraient pu râler, mais non. Ils sont habitués à avoir des peintures du souk partout dans la maison, mais c'est comme ça depuis des années, donc on vit avec. Enfin, eux vivent avec, moi ça me gêne pas. Du coup, quand j'ai fabriqué mon négatif,
Je traite un support, Oui. donc plus souvent du papier. J'attends que celui-ci soit sec, donc c'est souvent dans la chambre de mes filles. C'est pas une chambre noire, c'est la chambre de mes filles. Quand c'est sec, donc je pose mon négatif sur mon support traité aux oxydes de fer, et ensuite j'insole. Donc selon la période, l'heure, etc., comme on disait tout à l'heure, la révélation, la résolution photographique n'est pas la même. Donc quand je pense que c'est bien, je rince dans ma baignoire. Donc je rince, normalement c'est à l'eau, mais bon, dans des bacs, mais je le fais dans la baignoire, pour enlever tous les oxydes restants en fait. Ouais. Et au bout d'un moment, on voit apparaître la photo. Et voilà, c'est là que c'est magique, parce qu'on n'a pas la même couleur selon le tirage qui est fait, le temps d'insolation, pardon. Donc il y a pas mal de paramètres qu'on ne maîtrise pas en fait, hein. Même si on s'imagine qu'en laissant un quart d'heure le négatif au soleil, on aura la même chose, mais pas du tout, puisque l'intensité des UV n'est plus la même. Et c'est cette réaction UV et produits chimiques qui donne cette couleur bleue de Prusse qu'on appelle cyan, ou cyanure de fer, etc. Et après rinçage, on obtient donc la photo bleue, plus ou moins claire, plus ou moins foncée. Et il faut souvent en refaire plusieurs avant d'avoir celle qui me convient. Est-ce que l'île, même si tu as dit qu'elle n'était pas trop présente dans ton travail de cyanotype, bien que tu aies en effet quelques vues du phare, de plage, est-ce que l'île est une source d'inspiration pour toi ? Ah bah bien sûr, je vis là tout le temps. Bon, je pars, comme tout le monde, mais étant là en général et en voyant les différentes saisons, donc les changements de lumière, l'aspect du lieu, etc., me permet de trouver des idées ou des envies de création. Oui. Tu as des conseils de lecture ou de témoignages artistiques sur Porquerolles à conseiller ? J'essaye d'acheter tous les bouquins qui se font sur Porquerolles. Oui. Donc ça va du roman ou de tous ces livres qui racontent vraiment la genèse, l'installation de la famille Fournier sur Porquerolles. Donc tout ce qui se fait, je l'achète. Donc j'ai un petit rayon à la maison de livres parlant de Porquerolles. Alors du coup, parmi tous ces ouvrages que je connais un petit peu aussi, est-ce qu'il y en a un dont tu dis qu'à quelqu'un qui ne connaît pas bien Porquerolles, tu lui conseillerais volontiers ? Deux. L'homme de Porquerolles. Oui, et Une île en cadeau de mariage. Ouais. Donc là, on est vraiment au centre du début de l'histoire, on dira, de cette famille qui s'est installée et développée à Porquerolles. Et c'est vraiment les deux, surtout qu'un a été écrit directement par Madame Lebert. Oui. Donc c'est vraiment des souvenirs hyper nets et hyper clairs de sa famille. L'autre est un peu romancé, mais je pense que ces deux livres-là te permettent d'avoir une idée de comment s'est créé le village qu'on a actuellement. Tu as lu également le petit ouvrage récemment paru de Monita Richet, 1939-45. Oui, je l'ai vu aussi celui-là, oui. Qui est peut-être assez complémentaire de celui de Lélia Lebert, parce que c'est une vision différente et en même temps il y a des choses évidemment qui se recoupent. Bien sûr, mais je ne sais pas s'il est sorti parce qu'il était quasiment introuvable avant. Il était vraiment en circuit fermé. Oui, complètement. Il a été réédité par la fille, en fait. Oui. Moi, je l'ai eu il y a très longtemps. Il y avait Georges Monacci, qui est décédé maintenant depuis quelques années, l'avait eu par Monita, justement, il me l'avait donné et j'avais pu lire ce bouquin-là. Oui, et alors peut-être le travail de l'éditeur qu'on peut saluer, parce que dans l'ouvrage qui vient de paraître, il y a des photos de Porquerolles pendant la guerre, ou après-guerre en tout cas, qui sont finalement assez rares. Mais voilà, c'est une chance de l'avoir lu. Oui, mais dans la sortie originale, on dira, il n'y avait aucune photo. Il n'y avait aucune photo, oui, tout à fait. Effectivement, on peut le mettre dans les deux premiers qui sont... Tout à fait. Intéressant à lire. Alors en parlant d'art, la Fondation Carmignac a ouvert ses portes en 2018 sur l'île. Comment tu as vécu cette installation et quel regard tu portes aujourd'hui sur ce lieu artistique qui est devenu un des lieux phares de l'île ? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour vous ? Oui, je trouvais cette idée excellente. D'ailleurs, je m'étais toujours dit
j'aimerais bien y travailler, etc. Ouais. Donc on a eu cette opportunité d'amener sur Porquerolles un côté culturel et un particulier, parce que c'est de l'art contemporain quand même. Donc c'est pas, tout le monde n'aime pas. Ça peut être difficile d'accès. Et mettre ça ici, ça permettait de ne pas être obligé d'aller dans les grandes villes, dans les grands musées, pour avoir accès à ce type de culture. Tu as été voir toutes les expos jusqu'à l'heure? Oui, bien sûr. Parfois, j'y vais plusieurs fois par expo. Ouais, pour toi, c'est une vraie richesse pour Lille. Oui, c'est très intéressant. Alors, il y a des gens que ça ne touche pas, je peux comprendre. Ouais. Mais ça permet d'amener des gens différents ici qui viennent spécialement pour ça et qui, après, font autre chose dans le village. Donc, c'est pas mal. Et puis, cette ouverture, cette façon d'orienter l'œil, et donc après l'imaginaire et le développement est très intéressant. Il y a une exposition qui t'a particulièrement touchée ou marquée parmi les... Je crois que ça fait 4 ans maintenant. Oui. Chaque expo, comme tout le monde, je la saisis de façon différente. J'ai des préférences pour certaines œuvres. Je ne vais pas dire qu'une expo m'a plus qu'une autre, parce que peut-être une œuvre, c'est vraiment rattaché à des œuvres particulières. Les thèmes sont toujours bien choisis, je pense, et la muséographie bien pensée. Oui. L'année dernière, par exemple, la grotte de Barcelot, qui était en dernier, à la sortie, j'ai trouvé ça extra. Tout le monde n'a pas partagé cet avis-là, mais au niveau du travail, de la réflexion et de ce que ça pouvait projeter dans l'imaginaire, j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, pour les auditeurs, cette grotte vraiment très minérale, très... Exact. On repartait un peu dans les peintures rupestres, etc. Tout à fait, donc à l'origine, une inspiration du Mali, du pays d'Ogon, très très forte. Oui, je comprends. Alors on va revenir à tes fonctions à la Poste. Tu arrêtes de travailler à la Poste en 2018. Ça coïncide également avec la fermeture de la Poste, si je ne me trompe pas. C'est pas vraiment une fermeture, c'est une transformation. Oui. Le poste, vrai bureau de poste, c'est devenu une agence postale communale, une APC, qui gère donc sur le même lieu la Poste et la mairie. Donc moi, j'avais pas envie du tout de gérer ces deux entités. Du fait de la fermeture du bureau de poste, je devais partir travailler en ville tous les matins. Alors moi, je me suis dit, c'est hors de question. Je ne vais pas aller travailler en ville, en plus pour un boulot qui ne me faisait pas spécialement rêver, qui était sympathique, l'ambiance copain, tout ça, c'était sympa. Rapport avec la clientèle aussi, mais non, hors de question. Non, c'était trop de sacrifices. C'est ça, donc en discutant avec mon mari... pendant un petit moment, il m'a dit « Mais vas-y, pars, tu feras d'autres choses. Tu as les moyens de rebondir, de te lancer dans une autre histoire. » Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors, la pérennité des services publics sur l'île, c'est un vrai sujet. Bon, fermeture de la Poste, remplacée par, en effet, l'agence postale communale, mais c'est quand même tout de même pas tout à fait la même chose. Non. Menace de fermeture de la crèche également, il y a quelques années. Exact, oui. Tu crains pour la pérennité des services publics sur l'île ? Est-ce que pour toi, c'est un vrai sujet ? Oui, c'est vraiment, ça tient vraiment à cœur à tous les gens du village. Et puis les associations mettent beaucoup un point d'honneur à s'occuper de ça pour essayer de conserver une vie sociale et administrative. Ça, c'est moins drôle à dire, mais sur l'île. Mais je pense que, bon an, mal an, il y a des choses qu'on ne pourra pas fermer. Ils ont parlé de fermeture de crèche, je pense que ça ne bougera pas, elle va rester ouverte, puis il y a de plus en plus d'enfants là. Oui, il y a une petite vague là. On a une petite vague de naissance d'enfants qui fait que la crèche se remplit. La présence postale et mairie sur l'île est quasiment obligatoire, même si elle fonctionne à petit régime. On ne peut pas demander à des gens d'aller en ville poster une lettre ou chercher un paquet. Enfin. Donc on est obligé, même avec un service minima, de conserver ces deux postes. On n'en a pas parlé, mais auparavant, tu décides de passer ton CAPES en suivant pendant 5 ans des cours par correspondance en vue de devenir prof d'art plastique. C'est ça. Tu suis des études d'art plastique à la Sorbonne alors que tes filles sont encore au collège. Oui. Comment tu t'organises alors à cette époque ? On s'adapte, il faut avoir de la rigueur. Il faut pas trop se reposer sur ses lauriers. Donc, je travaillais à temps complet, j'avais les enfants au collège, plus je m'étais rajouté donc ces cours sur le dos. Mais bon, je m'étais fait un petit planning
Et en fait, je m'étais organisé le nombre d'heures de boulot par jour, le week-end également, et je m'y tenais, en fait. J'ai réussi à gérer tout ça. Et puis, ça a avancé. T'as exercé un petit peu en tant que j'ai bossé pendant 15 jours, 3 semaines dans un collège à Toulon. Oui. Et puis, n'étant que vacataire, c'était pas possible que je reste à attendre un éventuel remplacement, puisque Margot ma fille la plus petite, faisait encore des études, donc fatalement ça coûte assez cher. Donc il a fallu que je me remette dans un boulot à temps complet pour pouvoir aider Margot et puis notre famille, parce qu'un seul salaire, c'est pas possible. Ça t'a plu néanmoins ? Ah, tout à fait, c'était le truc qui était fait pour moi, j'avais vraiment envie. Et puis, il y a des choses de la vie qui font que des fois, il y a des priorités qui sont au-delà de tes envies. Ouais, et tu dirais que si tu avais eu un poste permanent, par exemple à Hyères, ça aurait été quelque chose d'envisageable pour toi ? Ah, bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Traverser pour faire un truc qui est porteur et qui te plaît, il n'y a aucun problème, tu y vas volontiers. Et là, tu combines dans le métier d'enseignement finalement ton goût pour l'art, pour la création, et peut-être aussi, j'ai l'impression, parce que quand tu dis que 22 ans à la poste, sans aimer l'administratif et le comptable, tu dois quand même avoir un goût aussi et une appétence pour la relation humaine. Le gros truc qui te tient, quoi. Puis, vivant dans un petit village, t'es beaucoup en rapport de l'entraide et à l'écoute. Ça, c'est une réalité sur l'île. Oui, non, mais c'est bien, mais ça fonctionne comme ça l'hiver, en fait. Ouais. L'été, tout le monde est occupé, on se croise vite fait. Et puis l'hiver, tout se pose, le calme revient. Et les gens reprennent le temps de profiter, d'être ensemble, de parler, d'échanger. Il y a une forme de solidarité sur l'île, pour toi ? Moi, je trouve, enfin, dans mon cercle de connaissances et d'amis, oui. Après, d'autres personnes ne sont peut-être pas... sensibles à ça ou n'ont pas besoin. Hein. Mm-hmm. Mais oui, je pense qu'il y a quand même un système d'entraide et de soutien. Alors en 2019, tu fais un remplacement à la crèche de Porquerolles, puis un poste se libère auquel tu décides de postuler, quand je disais que tu avais eu plusieurs vies. Et comme tu fais pas les choses à moitié et que c'était peut-être aussi un prérequis, tu passes ton CAP petite enfance, c'est Exactement. ça ? Ouais. Combien d'enfants sont accueillis en général à la crèche, sachant que je pense que ça doit varier entre l'hiver et l'été. Oui, c'est ça. Ouais. On a vraiment des présences complètement différentes entre l'été et l'hiver. Donc l'été, on a tous les enfants dont les parents travaillent en restauration ou autre sur Porquerolles. L'hiver, on en a moins parce qu'ils sont ou scolarisés ou papa et maman peuvent s'occuper des enfants. Donc c'est vraiment à deux vitesses, comme beaucoup de choses à Porquerolles, de toute façon. On est vraiment tributaire du côté saisonnier et on s'adapte. La crèche dispose de 12 places, puisqu'on n'est que 2 à travailler. Je travaille avec notre Catherine, qui vient du continent. Et donc, étant que 2, on a droit qu'à 12 enfants. Donc, ça tourne, on s'organise. Cette année, on a eu des tout petits, qu'on n'avait pas depuis 2 ou 3 ans, mais vraiment des bébés qui sont rentrés à 10 mois. On en a eu 4. Oui, et on parlait des vagues de naissance. Oui, parce que là, tu parles des enfants de l'île. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. 4 petits qui sont arrivés. Et puis, on a des plus grands qui ont quasiment 5 ans. Donc, on a ce petit côté-là un peu compliqué du mélange d'âge et la façon de traiter les journées, d'organiser les journées. Et puis, vous faites du périscolaire aussi, donc vous accueillez les plus grands. Les plus grands, jusqu'à l'âge de 6 ans, on peut les avoir de 4 à 5. Et on les a aussi pendant les vacances scolaires. Ouais. Est-ce que tu arrives dans cette nouvelle activité à combiner aussi ton goût pour l'art, la création, en proposant peut-être des ateliers créatifs aux enfants ? Ah, je fais ça tout le temps au travail. Mais là, je suis un petit peu frustrée parce qu'avec les tout petits de 12-15 mois, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, ils vont grandir. Dans quelques mois, je vais pouvoir faire des choses très intéressantes. Dans l'immédiat, on s'adapte et on fait des empreintes de peinture. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça fait toujours plaisir aux parents. Exactement. On est dans la découverte aussi de la motricité fine, donc pâte à modeler, pâte à sel, peinture, voilà. Donc, je m'adapte aux âges, bien que parfois, je préfère faire des travaux un peu plus intéressants avec des plus grands. Alors, par exemple, on parlait des expositions de la Fondation Carmignac. Je crois que vous avez fait un petit projet avec une installation de l'année dernière. Tu peux nous en dire quelques mots ? L'an dernier, on a mis en place une visite à la Fondation, qui ont été très sympas d'ailleurs, parce qu'ils sont venus nous chercher à la crèche, ils nous ont ramenés
parce qu'on avait des tout petits qui ne pouvaient pas marcher jusque là-bas. Ouais. L'exposition s'y prêtait d'ailleurs, parce que la mer imaginaire, pour le coup, Exactement. Elle était très... Donc on n'a pas tout fait, j'ai sélectionné les œuvres qui pouvaient être attirantes et qui puissent susciter quand même une interrogation et voire de l'admiration pour les enfants. Donc on a visionné quelques œuvres qu'on a expliquées, que j'ai essayé d'expliquer avec un vocabulaire qui leur parle, en fait, qui pouvait les interpeller, les intéresser. Et à la suite de cette visite, nous avons travaillé sur l'installation des grosses méduses et on a fait une quantité astronomique de méduses avec que des produits de récup, fatalement, quoi. Donc boîte d'œufs, boîte de Pokéball, enfin papier plastique, papier bulle, papier journal. Et donc ça a été très apprécié, très bien reçu par les enfants. Donc ils ont peint, collé, etc. Et Lise a eu la très grande gentillesse d'accrocher dans son restaurant de l'Orangerie les œuvres des enfants. Elles y sont toujours actuellement. C'est vrai. Et l'an dernier, beaucoup de gens ont fait le rapport entre l'œuvre de chez Carmignac et ce que les enfants avaient fait. Ah, plutôt satisfaisant alors. Oui. Et alors j'étais contente d'entendre les gens qui disaient c'est bien que les enfants profitent de cette fondation, y ont accès et puissent après avoir un retour, un regard neuf et le leur sur ce qu'ils ont vu. Entre tes fonctions dans une galerie d'art, à la poste, en tant que prof, à la crèche, toutes tes activités saisonnières, au final, si on fait le calcul en arrondissant, je pense que tu as exercé pas loin d'une petite dizaine de métiers différents. 10, je sais pas, mais bon, j'ai même fait boucherie-charcuterie. Donc... Ah ben voilà, donc celle-ci, on l'avait pas encore recensée. Sans compter ta pratique artistique qui est restée constante et cette envie de te former en permanence, puisqu'on l'a vu que tu as quand même un sacré nombre de diplômes très 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 différents. Cette curiosité incessante, tu l'expliques comment? D'où te vient-elle? J'aime beaucoup apprendre. Oui. Donc l'école me déplaisait comme tout le monde quand j'étais plus jeune. J'ai aimé l'école en terminale. Il y a cette notion d'apprentissage et de découverte et de nouveauté, de connaissances qu'on n'a pas. Comme on dit, la culture ne nuit pas. Et voilà, il y a toujours cette soif d'apprendre, de découvrir. Et même maintenant, là, j'ai passé le CAP il y a 2 mois, 3 mois. Me remettre dans les livres, ça me pose aucun problème, quoi. J'aime ça. Vrai, ouais. Tu dirais que tu en as besoin? Est-ce que tu sens parfois que ça... Non, pas besoin. Quand il faut le faire, je le fais, mais je le fais volontiers. Ouais. Et après, bon, je lis énormément, donc on est un peu dans le même registre, dans la même... T'as besoin de te nourrir, quoi. Oui, c'est ça. Et je lis de tout, ça peut être du roman ou je peux me passionner pour le Moyen-Âge et je vais lire tout ce que je trouve sur le Moyen-Âge. Ouais, une curiosité en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu as transmis un petit peu de ça, de cette énergie, de cette curiosité à tes filles? Pas dans le sens vraiment artistique, parce que Camille a fait des études plus ou moins scientifiques. Et Margot, oui, elle s'est découverte... un intérêt pour la communication, le cinéma, etc. Et elle a obtenu l'an dernier un diplôme de monteur effets spéciaux. Oui. Donc il y a un côté aussi artistique, mais elle ne crée pas vraiment. Elle monte le travail des autres. Mmh. Quelles sont tes envies, tes projets actuellement? Alors, j'ai deux projets en tête là, que je suis en train de mettre en place, mais c'est top secret. Secret. Je n'en parle pas, mais il y a 2 trucs qui se mettent en place là. Artistique? Projet artistique Oui. Enfin, oui. Un sur, l'autre plus dans le social. Ok, ça marche. Bon, on suivra ton actu, Cathy. À quoi ressemble, Cathy, une de tes journées sur l'île? Alors, tu peux choisir soit une journée d'hiver, soit une journée d'été, sachant que je pense qu'elles sont très différentes. Elles sont très différentes, effectivement. Quoi je travaille à l'année, donc il y a toujours, quelle que soit la saison, été-hiver, ma journée de travail. Ouais. Et ensuite, le temps libre est occupé de façon différente. Donc, je vais très peu à la plage, même pendant l'été, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde. Oui. Il fait chaud, j'aime pas l'été, il fait trop chaud. Et puis, je fais d'autres choses, par exemple le cyanotype, quand il fait beau. Et l'hiver, j'aime quand il n'y a personne, j'aime quand il fait nuit à 5 heures, j'aime quand il fait froid, bien qu'il ne fasse pas très froid ici. Non.
Et donc, je fais beaucoup d'autres choses. C'est là où je lis, où je profite de rien faire. Ouais. Alors, par contre, tu as ton activité à la crèche, donc tu as quand même une journée de salarié normale. Je bosse 8 heures par jour à la crèche. Oui, donc ça occupe. Donc ça t'occupe bien, puis selon les journées, tu rentres, t'es bien claqué, t'aimes bien quand il n'y a pas de bruit, tu parles à personne. Alors, tu dis que tu vas pas à la plage, mais est-ce que tu marches un petit peu sur l'île? L'hiver. Ouais. L'hiver, avec le chien avec et mon mari. Chien, ouais. Voilà, parfois seule, parce que j'aime beaucoup aller aux champignons. Et ça, c'est vraiment mon petit moment à moi où tu penses à tout et rien, t'es dans ta tête, quoi. Est-ce que tu as, même si j'ai un peu un semblant de réponse, mais est-ce que tu as une saison que tu préfères sur l'île? Ouais, je pense que pour tous les gens qui aiment Porquerolles, c'est l'hiver, quoi. L'hiver, vraiment. Pour des tas de raisons, parce qu'il n'y a personne, parce qu'on se retrouve un petit peu chez nous. Je dis chez nous, ça fait un peu prétentieux, mais on se retrouve entre nous, on profite de l'endroit, du lieu de façon calme. Et puis moi, j'aime l'hiver. De façon personnelle, j'aime la chaleur, l'été, tout ça, non, j'aime pas. L'hiver m'est plus agréable. Est-ce que tu as un lieu ou des endroits que tu affectionnes particulièrement à Porquerolles? Oui, mais pas beaucoup. Il y a beaucoup d'endroits que j'aime, mais mon lieu préféré où j'aime aller, c'est Cap-Roussé. Ah, Cap-Roussé. Voilà. On appelle aussi la calanque au coquillage, etc. Mais c'est mon endroit parce qu'on est sur Porquerolles et j'ai l'impression d'être ailleurs aussi, d'être en Bretagne. Pour moi, il y a ce côté un peu breton avec ces rochers qui sortent, etc. On n'est plus sur nos grandes plages sableuses, là. Et cette espèce de déconnexion du lieu, très vite, me convient. Est-ce que tu pourrais me raconter un souvenir ou une anecdote marquante de ta vie à Porquerolles? Oui, enfin, j'en ai une qui est très rigolote. Il y a quelques années, est sorti le film Bienvenue chez les Ch'tis. Oui. Et donc, à la fin, Cadmerade se fait muter à Porquerolles. Oui. Donc, pendant des mois, les gens rentraient à la poste et me disaient « Il n'est pas là ?» Au début, je disais « Mais qui ?» Cad. Ah, je dis, non, il est trop nul, je l'ai viré, je ne l'ai pas gardé. Et donc, ça faisait rire beaucoup de monde. Et mes copains me disaient, mais enfin, du tout, il n'y en a qu'une de ch'ti déjà. Il y en a déjà une à la poste, c'est la ch'ti. Et oui. Et donc, c'était assez rigolo parce que tout le monde était complètement bloqué sur ce film-là. Et les gens venaient, se mettaient sur la mobilette devant la poste, ils se prenaient en photo. Ils rentraient dans la poste, ils me disaient, je peux vous prendre en photo? Là, non, vous ne me prenez pas en photo. Donc c'était assez amusant, mais ça a duré des mois. Ça a duré des mois, oui, et d'autant plus que tu as été un petit peu une star aussi sur l'île après ton passage. Star, ouais, star, je mets des guillemets, je te vois lever les yeux, mais c'est pour te taquiner. Mais t'es passé dans Thalassa, et je crois que ça a généré aussi pas mal de fréquentation à la poste. Les gens m'écrivaient tout le temps, ils rentraient dans la poste pour me dire bonjour. Bonjour, je vous ai vu à la télé, donc je venais juste vous saluer. Je suis sympa. Les gens m'écrivaient pour m'envoyer leurs livres, parce que du coup, dans l'émission, je parlais de cette petite création librairie gratos. Donc les gens m'écrivaient en me disant, j'ai plein de livres, je ne veux pas les jeter, comment je vous les envoie? Et du coup, ça fait un peu effet boule de neige, quoi. Mais plutôt bienveillant, tout ça, j'ai l'impression. Oui, mais tout à fait, complètement. Et il y a un mois en arrière, il y a un monsieur qui m'a reconnue dans la rue et qui m'a demandé si j'étais encore à la poste. J'ai dit non, plus du tout. Il me dit, je me rappelle de vous, vous êtes passé à la télé. Incroyable. Il y a 15 ans. Alors, bon. Bah oui, il y a plus d'une dizaine d'années. Oui, bah ça veut dire que j'ai pas changé. C'est bien, c'est toujours très aussi jeune, c'est flatteur. Parmi tes expériences audiovisuelles, tu as aussi été, je crois, directrice de casting pour un film, c'est ça? Oui, ils ont pas une directrice. J'ai fait le casting. T'as fait le casting. Pas si on appelle ça comme ça, mais un film a été tourné ici il y a quelques années, 7 ans, 6 ans, je sais plus. Et une copine à moi de Paris qui était sur le film m'a demandé si en étant sur place je pouvais m'occuper du casting avant que le tournage n'arrive, avant que l'équipe de tournage n'arrive. Donc je lui ai dit bah oui, pourquoi pas, c'est encore un truc nouveau, je vais voir. Et donc j'ai été chargée de trouver des personnages, des gens avec un choix hyper précis, l'âge, l'aspect physique, le nombre, etc. Donc je pensais que ça allait être super simple, mais pas du tout. Parce qu'en fait, tu lis pas le synopsis comme un roman. Tu as toutes les scènes qui reviennent en avant, en arrière. Tu es un peu perdu. Mais quand tu as compris le truc, ça va. Mais au départ, c'est pas évident du tout. Mais voilà, c'était encore une petite expérience assez sympathique. Tu te souviens du film en question? Oui, le film s'appelait Parenthèse et je ne sais plus le nom du réalisateur. Mais
Il y avait des porquerolais qui avaient participé à ce mais film. que des porquerolais. Que des porquerolais. Que des porquerolais. On ira voir alors. Donc Non, on peut le trouver en DVD ou maintenant sur sur Internet, sur je sais pas quoi là. Voilà. S'agissant de la vie insulaire, Cathy, on dit souvent qu'elle fascine autant qu'elle peut effrayer. Qu'est-ce qui fait, selon toi, sa particularité ? Peut-être en termes d'espace géographique, de temporalité, de vie en communauté, on en a un petit peu parlé. Elle ne convient pas à tout le monde en fait. Ouais. Je pense qu'il faut un caractère, une nature, et puis il faut, je pense aussi, une vie riche intérieure. Elle peut être n'importe quoi. Hein. Tu peux aimer que te balader, profiter de la nature, ramasser les champignons, aller aux asperges, aux oursins. Et puis, tu peux aussi supporter, parce que je dis le mot supporter. Oui. Il y a des gens qui me disent, mais comment tu supportes l'hiver ? C'est le moment que je préfère. Et je fais, j'ai un boulot à temps complet, donc ça m'occupe déjà pas mal. Mais j'aime lire, comme je disais, j'aime lire, je fais des tas de choses, donc je m'ennuie pas. Je fais beaucoup de choses. Et je pense qu'il faut, comme je le disais, une vie... une vie riche, une vie intérieure. Une vie intérieure riche, voilà. Oui, il y a un porquerolais. Je ne sais pas d'ailleurs si c'était pas dans le reportage de Thalassa qui disait il faut avoir un trésor en soi pour supporter les hivers Exactement. Tu t'en souviens peut-être. Oui. Je te demande pas quel est ton trésor, t'en as plein. Non, j'en ai plusieurs, il y a plus, oui. Et donc tu es évidemment d'accord avec ça. Ouais, tout à fait. Mais je peux comprendre aussi que des gens n'aiment pas l'hiver. Oui. Parce que tu as des gens qui n'ont pas de hobby, aucun goût pour les choses de la nature, ou très peu, et puis tu as des gens qui ont besoin d'être... il faut que ça brasse, il faut qu'ils soient en ville, qu'il y ait du cinéma, qu'il y ait une effervescence. Exactement, tout ce qu'on n'a pas ici. C'est vrai. Il faut peut-être être aussi... C'est pas introverti, je pense. Non, c'est peut-être être bien avec soi-même aussi. Exactement. Pouvoir se supporter dans la solitude et... Oui, mais après, on n'est pas... On n'est pas Robinson Crusoe, on n'est pas seul plus. sur une... Voilà, on n'a pas une d'accord, dermite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas les sollicitations qu'on peut avoir en ville, permanentes, et qui, parfois... Mais on peut en profiter aussi, hein. Tu as envie d'aller au ciné, tu traverses, tu te fais un ciné, tu te fais un théâtre, tu vas voir des amis. Tu le fais, toi, volontiers ou pas ? Rarement, ouais. Parce que pour aller voir un film, des fois c'est compliqué entre le départ bateau et le retour, ça te prend plusieurs heures. Ouais. À moins que tu puisses dormir en ville, et là c'est plus gérable, mais tout peut être difficile, mais au résultat tu es content de ce que tu as fait, un théâtre ou un ciné, voilà. Tu traverses un petit peu ou pas ? Ah oui, heureusement. Ouais. Le fait de partir te fait prendre conscience qu'en fait ici t'es bien. Ouais. Et je traverse comme tout le monde, faire mes courses toutes les semaines, mais j'ai des amis en ville, donc je vais voir des amis, je vais voir des choses que j'ai envie de voir, une expo, un ciné, comme on disait là. Et puis de partir en ville et de subir les embouteillages, le monde et le bruit, ça te permet d'apprécier quand tu reviens. C'est ce que j'allais te poser comme question. Ouais, il faut partir pour mieux revenir et réapprécier. Et comprendre la chance qu'on a. Ouais. Toi qui as vécu quand même en ville et sur une île, est-ce que tu pourrais revenir à une vie plus urbaine ou pas du tout ? C'est vrai ? Ouais. Bon, après, il faudrait que je trouve des échappatoires pour partir souvent sur un lieu plus nature où il n'y a pas de monde, etc. Mais vivre en ville permet de faire des choses différentes de ce qu'on fait ici et pas spécialement négatives, quoi. Ouais. Moi, quand je peux, il m'arrive de partir en vacances à Paris. Oui. Donc ça paraît bizarre, mais du coup, pendant une semaine, je suis à fond, je fais toutes les expos, tu brasses dans le monde, dans la foule et le bruit. Je suis contente de rentrer aussi, mais je pense qu'on s'adapte à tout. Qu'on vive à la campagne ou en ville, à partir du moment où tu as une vie, où tu as des hobbies, des choses qui t'intéressent, je pense que tu peux les faire dans une maison à la campagne ou en ville. Et le rapport aux gens reste le même quand tu as des amis en ville où il y a une attraction et une connivence avec tes amis qui va être la même, quoi, par rapport à ta nature, à tes besoins et de ce que tu aimes, quoi, tes aspirations. C'est intéressant ce que tu dis parce que
Peut-être que je me trompe, hein, mais je sens que les personnes qui ont vécu longtemps ici, alors certes, je dis pas qu'elles ne restent que sur leurs cailloux sans jamais sortir, mais on sent quand même qu'il y a un besoin, même quand elles se sont échappées un moment, de revenir très vite. Oui. Ici, j'ai la sensation, je me trompe peut-être Cathy, mais que toi, il y a quelque chose qui... tu trouves ta richesse ailleurs et que finalement, tu pourrais très bien la vivre dans un autre endroit. Je m'adapte en fait et je trouve des trucs à faire intéressants un peu partout. Sur le long terme, peut-être pas, mais quand je pars en vacances ou quand je fais des choses, je suis contente de ce que je vis. J'ai l'impression que tout le monde est gentil partout, quelle que soit la région où je vais. Et puis le fait de casser un peu le rythme et nos habitudes, c'est bien. Et c'est surtout que quand on revient à nos habitudes insulaires, on les apprécie différemment ou mieux. Je voulais parler un petit peu de la fréquentation de l'île que tu as évoquée tout à l'heure quand je te disais l'évolution. L'été, le parc enregistre des pics de fréquentation. Alors, ce sont les chiffres de l'année dernière et des années suivantes. Je ne sais pas où on en est maintenant parce que ça évolue. Mais voilà, l'été, le parc enregistre des pics de fréquentation entre 8 000 et 10 000 personnes débarquées par les navettes, sans compter les plaisanciers. Une hyperfréquentation dont on parle beaucoup et qui pose de nombreux problèmes, l'atteinte à l'environnement, la gestion de l'eau et des déchets, la saturation des services et au final, parfois une insatisfaction des visiteurs. Ouais. Des jauges ont d'ailleurs été instaurées depuis l'année dernière. En 30 ans sur l'île, tu le disais, tu as pu observer une montée de cette pression touristique. Oui. Vraiment. Il y a 30 ans, ça a toujours intéressé les gens, venir à Porquerolles, le cadre, etc. L'ambiance ilienne a toujours attiré les gens. Mais il me semble me souvenir qu'il y avait beaucoup, beaucoup moins de monde. Ça circulait pas de la même façon. C'était moins fréquenté, je pense. Ouais. Peut-être la publicité sur Porquerolles n'était pas faite il y a 30 ans comme elle l'est maintenant par des films, des reportages télé... qu'on voit assez souvent, donc ça, c'est normal, ça attire les gens, ils voient les plages, c'est pas loin, et pourquoi on n'irait pas. Donc j'arrive à concevoir l'envie que les gens ont de passer une journée à Porquerolles, mais vu la surfréquentation, je pense qu'ils s'amusent pas tous, quoi. Non, ça c'est sûr. Est-ce que tu entrevois des solutions ? Elles sont pas à moi c'est pas à moi de les trouver, déjà. Je pense que certaines associations œuvrent à ça, notamment le CIL, pour essayer de trouver des solutions pour que personne ne pâtisse vraiment, ne soit vraiment trop embêté par rapport à cette fréquentation qui, fatalement et obligatoirement, doit être régulée, bien sûr, pour que tout le monde en profite de façon normale et agréable. Tu penses qu'on parlait des jauges, tu penses qu'il faudra aller plus loin mais si c'était que moi, je réduirais encore de moitié. Non, mais c'est intéressant parce que... Après, il y a quand même tout ce côté économique qu'on ne peut pas négliger ni oublier. Oui. Mais on a aussi l'inverse où on pense plus au risque d'incendie, à la surpopulation des plages, aux déchets qu'on rencontre plus à l'impact sur l'environnement. Exactement. Aussi, bien sûr. Donc à chaque mais moi personnellement, s'il y avait moins de monde, ça me conviendrait. Comment tu vis toi personnellement cette rupture entre la vie sur l'île l'hiver et la vie sur l'île l'été ? Est-ce que tu le vis comme une forme d'agression ou est-ce que tu en as fait ton affaire et tu trouves ton équilibre, tu organises ta journée autrement pour vivre l'île autrement. Oui. Ouais. Donc on ne peut pas y échapper. À partir d'avril, on sait que les gens reviennent et pour diverses raisons, c'est bien, les commerçants, les gens qui veulent profiter un peu de l'île, elle n'est pas qu'à nous. Et puis, sachant que cette période-là arrive, je ne suis pas super contente, mais j'organise mes journées de façon à ne pas trop croiser les gens. Ouais. Donc, je travaille assez tôt le matin, donc peu de gens sont là à cette heure-là. Vrai. Il m'arrive de manger sur mon lieu de travail, donc je ne vois pas ce qui se passe à midi au village. Et je rentre vers 5h30. Alors là, il y a tous les mangeurs de glace, mais ils sont là toutes les années. Oui, et puis après 6h, et puis après, je suis à la maison et j'attends pour sortir que quasiment le dernier bateau soit parti. Ouais. Oui, il y a moyen quand même. On s'organise. Il faut fonctionner avec des horaires bien précises en fonction de la masse. Exactement. Quel conseil tu donnerais à un touriste d'un jour pour arriver à saisir l'authentique Porquerolles ou tout du moins approcher son essence ?
Est-ce que tu aurais peut-être un itinéraire à lui conseiller ou une façon d'aborder l'île à lui conseiller ? Tout d'abord, il faudrait qu'il vienne très tôt. Ouais. Il y a la possibilité d'un bateau à 7h30 ou quelque chose comme ça, je crois. Oui. Pour déjà arriver sans qu'il y ait du monde, à la fraîche, avoir le temps de louer un vélo sans que ça soit la guerre. C'est ça. Et puis, pas se dire je vais planter la journée à la plage, parce que des plages, il y en a de très belles en face. Tu viens pas à Porquerolles que pour la plage. Donc tu as tout le côté nature où louer un vélo te permet d'aller loin, de faire un circuit bord de mer intérieur. Tu es dans la forêt, c'est différent. Puis une petite baignade, c'est obligatoire, mais tu peux la faire ailleurs qu'à Proussé, par exemple. Par exemple, si c'est pas un spot secret. Comment tu vois l'île évoluer en 30 ans, et quels sont pour toi les grands changements que tu as vus s'opérer sur l'île ? J'en sais rien, je sais pas. Mais enfin, y a eu des créations, comme on a évoqué tout à l'heure, Carmignac, etc. Donc ça amène un côté culturel et qui va développer l'île de cette façon-là. Il y a eu les rachats de domaines viticoles qui se sont mis en place et qui change un peu l'identité de l'île. Qui change l'identité, parce qu'on avait le domaine Persianski qui était assez familial, que tout le monde aimait, connaissait. Les enfants étaient à l'école. Stéphanie et Cyril étaient très investis dans la vie sociale du village. Bon, là, ça change, c'est différent. En plus, Cyril nous a quittés il y a quelques temps. Là. C'est du changement. De toute façon, les choses ne restent pas comme elles sont. On ne peut pas... Et puis, surtout dire comme les personnes âgées ou les vieux... Mais il n'y a pas de nostalgie. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Il y a un progrès, on évolue, il faut s'adapter, vivre avec, quoi. Oui. Dans le meilleur et dans le moins bien. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que même si je sens que c'est pas ta nature d'être dans le regret ou la nostalgie, mais est-ce qu'il y a quelque chose dont tu te souviens de tes premières arrivées sur l'île, où tu dis c'est dommage que ça ait disparu? Oui, il y avait, quand j'allais les toutes premières années où j'étais là, au début de la Courtade, il y avait un ponton en bois. Ouais. Qui était accolé au rocher, là. Et en fait, c'était notre... Au début de la Courtade ? Oui, là où tu as le club nautique, oui. Là. Et bien, sur la gauche, il y avait un petit ponton de bois qui a disparu depuis très longtemps maintenant, mais c'était le lieu où on allait. Sur le ponton, on pouvait plonger, on remontait, etc. Et on devait venir travailler, donc on prenait tout de suite les rochers pour arriver directement au port. Quoi. Et oui, vous passiez par les rochers. Voilà, c'était le petit lieu sympa où on allait, parce qu'on avait peu de temps, et puis parce que tu n'avais pas le sable partout quand tu dois retourner travailler tout de suite sans avoir le temps de prendre une douche. Et pas la foule non plus. Parce ça, que c'est un bon souvenir, ce petit ponton-là. Sympa, tu vois, je ne savais pas qu'il y avait eu un petit ponton ici. On parlait de l'hyperfréquentation. Quels sont pour toi les grands enjeux de Porquerolles dans les années à venir ? Est-ce qu'il y en a d'autres que celui peut-être de l'hyperfréquentation ? Il y a le maintien et la diversité faune et flore, qui est vraiment à prendre en compte et de façon urgente. Donc avec ce qui s'est mis en place, là, la Natura 2000 et après le Pélagos, donc pour la conservation et la reproduction de certains poissons, des espèces marines. Ça, c'est très bien, mais je serai encore plus sévère, moi, je pense. Je mettrai beaucoup plus de vérification, j'étendrai la protection de façon plus importante. Et puis, bon, c'est bête à dire, mais des fois, il faut fliquer, quoi. T'es sensible, c'est vrai qu'on n'en a pas énormément parlé, mais je sens chez toi qu'il y a quand même une sensibilité à cette évolution environnementale, à la biodiversité, au respect de la biodiversité. C'est quelque chose qui te tient à cœur ? Ah ben oui, actuellement c'est un sujet hyper brûlant. Oui, c'est le cas de le dire. Et tout le monde n'en prend pas spécialement confiance, mais il faut que tout le monde s'y mette et tout le monde fasse des actions pour que ça aille mieux, enfin que ça soit moins dommageable dans les années à venir. On a vécu du bien, enfin on a eu une relation à l'environnement, etc. normal. Mais là, nos enfants, c'est pas ce qu'on va leur laisser. C'est eux l'avenir. Nous, il faut qu'on s'y mette, mais c'est à eux de prendre conscience maintenant qu'il y a des choses à mettre en place pour éviter d'avoir 50 degrés dans 20 ans, pour éviter que l'île ne soit plus qu'un caillou tout noir, parce que
on aura le feu, parce qu'il y a plein d'arbres qui meurent, de variétés d'arbres et de plantes qui disparaissent. À titre personnel, tu mets en place des choses c'est pas super... déjà, tu fais de la récupération pour tes œuvres. Je nettoie les plages déjà. Non, mais il y a oui. Je nettoie, j'enlève les choses que les gens jetaient sur les plages. Mais quand je me balade et que je trouve un papier, c'est bête, hein, mais un papier, un plastique, une bouteille, je les ramasse, je les mets dans mon sac et je les jette au village. Et tout le monde devrait faire comme ça, il y aurait moins de déchets partout. Ça, c'est sûr. Si je vois des gens qui fument dans la forêt, je leur dis. Alors des fois, c'est pas très bien reçu. Mais enfin, il suffit de pas grand-chose pour que l'île brûle en très peu de temps, quoi. Oui. Tout ça parce qu'il y a un gars qui voulait fumer sa clope. Bon, tout ça, c'est... Moi, je mettrais énormément de surveillance et je serais très, très, très méchante, stricte sur ça, quoi. D'ailleurs, on pourrait imaginer dans le temps où les gens sont captifs dans la navette, qui est quand même peut-être des messages de sensibilisation. Il y en a. J'ai pas fait attention cette année, mais il y avait des annonces, des panneaux qui expliquaient vous allez arriver sur une zone, etc. Il me semble qu'il s'était même dit au micro il y a quelques années, en italien, en français. Je suis pas sûre, je ne veux pas raconter de bêtises, mais il me semble que oui. Il y avait des mises en garde pendant le trajet. Enfin, on expliquait où les gens allaient arriver. Parce que les gens n'ont pas forcément conscience qu'ils arrivent dans un parc national. En plus, ils portent le nom de parc national de Porquerolles et les gens n'associent pas forcément Porquerolles. Exact. Donc, il me reste 2 questions, Cathy. Quelle est ta définition du porquerolais ? Ma définition, alors ça c'est la question qui tue, parce que personne n'est d'accord et je pense qu'il n'y a pas de réponse déjà. Chacun va donner sa définition. Alors des porquerolais, ça serait... un porquerolais serait quelqu'un qui l'a depuis 4 générations. Pour d'autres, c'est tu habites ici, tu es porquerolais. Ma vision à moi, ce que je pense être un porquerolais, c'est une personne qui vit ici à l'année, qui vient pas 6 mois en vacances, et qui fait fonctionner le système économique et social du village. Qui participe au social et à l'économie du village, en allant chercher son pain, en allant chez Philippe faire ses courses, en étant dans des assos ou en participant de façon bénévole dans des activités qui se mettent en place au village. Voilà, c'est ma définition à moi du porquerolais. On n'a pas besoin d'être là depuis 80 ans pour se déclarer porquerolais ou pas. Puis est-ce qu'il y en a vraiment est-ce que c'est vraiment important de dire je suis porquerolais, je ne le suis pas, tu as le droit, j'ai pas le droit, je le suis, tu ne l'es pas. Enfin bon, c'est un éternel discours et je pense qu'il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas de porquerolais. Quand tu es loin de Porquerolles et que tu penses à l'île, quelle image te vient immédiatement à l'esprit ? La plus évocatrice pour toi de Porquerolles ? Une image, peut-être un lieu ou un souvenir, ou quand tu es loin de l'île et que tu penses à ton île, qu'est-ce que tu vois ? C'est la globalité en fait, l'ambiance, le village, la place, beaucoup la place parce qu'on y est, on y vit et du coup c'est là que les gens se fréquentent, se parlent, on va avoir un apéro et puis la vie se passe en général sur cette place, quoi, qu'elle soit économique, sociale ou voilà, c'est le lieu emblématique, le point stratégique. Voilà. Est-ce qu'il y a une odeur pour toi qui symbolise Porquerolles ? Tout le monde va dire les eucalyptus, mais moi j'aime sentir l'odeur des pins qui a chauffé au soleil quand je vais au bout de la courtade. J'emprunte le petit chemin intérieur. Ah, c'est très chouette. Que je trouve très joli. Et je passe là tout le temps. Et en plein été, tu as cette chaleur qui redonne une odeur de pin assez forte qu'on sent pas spécialement partout, mais ça me fait penser à d'autres lieux, les Landes ou un truc comme ça. Non, mais je souscris 1000 fois parce que je suis hyper sensible exactement à cette odeur-là. Et j'aime ce chemin et j'aime l'odeur qu'il y a là-bas. Ouais, qui est un petit chemin qui est pas très emprunté d'ailleurs. Non. Ouais, on préfère la plage, mais moi j'aime. Il y a ce petit chemin intermédiaire entre le grand boulevard et le. C'est ça. Non, on y est bien et il y a personne. Et il y a personne. Il est extraordinaire cet endroit. Une saveur peut-être qui t'évoque Porquerolles ? Les asperges. Ah, les asperges. On parlait des champignons tout à l'heure. Les champignons aussi, mais il n'y en a pas tous les ans. Donc, des fois, il y a quelques années où le souvenir du goût est lointain. Les asperges, il y en a tout le temps. Et c'est une période de l'année où c'est au printemps, donc tu entends les oiseaux, tu te promènes seul, il y a une espèce de renaissance.
On sort de l'hiver, mais on n'est pas dans l'été. Donc j'aime quand même cette période-là. Et c'est de la balade, c'est la satisfaction de rentrer à la maison avec tes petites asperges là et de dire on va se faire Il y a un truc là. Parfois je les donne. Et voilà, c'est ces petits moments-là de cueillette et de balade un peu seul que j'apprécie. Et pour terminer, un son évocateur de cette île. Ce que j'entends tout le temps, parce que je l'entends quand je suis chez moi, au village, à la plage ou au travail, c'est les 3 coups du bateau qui annoncent le recul du bateau. Ouais. Alors selon la période, je me dis chouette, ils s'en vont. Ou alors, mince, ils arrivent. Bon, merci infiniment Cathy merci à toi. pour ton témoignage et ta générosité. Merci beaucoup. Merci. Merci à Cathy pour sa générosité et son authenticité. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez désormais mettre 5 étoiles sur Spotify et toujours laisser 5 étoiles aussi sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de soutenir ce podcast et ça me fait toujours très très plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt.